Et Général Lehn, vous êtes ingénieur de formation, officier général de l'armée de l'air retraité. Oui. Vous êtes un peu ce qu'on peut appeler l'expert de la dissuasion nucléaire. Vous avez travaillé sur un programme lié à cette question. Vous pouvez un peu nous expliquer Oui, volontiers. D'abord, je n'aime pas le mot expert. Je suis expert de rien. Et il faut bien que cette question dont nous allons parler ne soit pas une question d'expert, mais une question pour nous, le commun des mortels. Hein. Voilà, ça c'est la première chose. Effectivement, le programme sur lequel j'ai été conduit à travailler, c'était un programme de transmission. Je ne vous donnerai pas de détails, bien sûr, mais de toute façon, ça n'intéresserait personne, mais c'est un programme de transmission qui permettait, on va dire, au président de la République de transmettre l'ordre d'engagement aux forces en charge de transporter l'arme atomique, les avions et les sous-marins, donc pour la France. Donc, si vous imaginez, c'est des systèmes de transmission très protégés, très particuliers. Et c'est ce programme-là dont j'ai été responsable pendant quelques années. Voilà. Donc, si je comprends bien, l'ordre de transmettre la décision de larguer une bombe atomique. Voilà. C'est ce qui en fait sa crédibilité, on va dire, entre guillemets. Et si vous ne pouvez pas transmettre l'ordre. Or, il existe aujourd'hui des bombes atomiques. Je préfère dire bombe atomique qu'arme nucléaire, si vous voulez bien. Parce que ce ne sont pas des armes, puisqu'on ne peut pas s'en servir. En tout cas, c'est ce qu'on dit qu'on peut pas s'en servir. Il existe des bombes atomiques qui, en explosant suffisamment puissante, à hydrogène, qui en explosant légèrement au-dessus de l'atmosphère, vers 30 km d'altitude, produisent un rayonnement, une impulsion électromagnétique qui détruit absolument toutes les communications, à condition si elles ne sont pas protégées contre cette impulsion. Et la protection contre cette impulsion est extrêmement coûteuse, parce qu'il faut des éclateurs qui permettent d'éviter que cette impulsion se propage dans les transistors de tous nos équipements. Donc il pourrait couper entièrement les communications pendant une durée assez longue sur l'ensemble d'un pays, ou en tout cas sur une grande partie du pays. Donc il faut protéger, pour qu'elles restent crédibles, entre guillemets, les communications entre le chef de l'État, que ce soit en France ou ailleurs, les communications entre le chef de l'État et les sous-marins ou les avions qui transportent les bombes atomiques, pour leur donner l'ordre d'engagement. Revenons sur le 6 août 1945, lorsque le président des États-Unis, Harry Truman, donne l'ordre de larguer Little Boy, c'est ça, le nom cyniquement quand même donné à la bombe nucléaire, qui va exploser à 8h16 sur la ville, Hiroshima. Donc elle tue instantanément au moins 70 000 personnes. 200 000 mourront par la suite, brûlés, asphyxiés, empoisonnés, irradiés. Alors, un journaliste américain que vous citez dans votre ouvrage Le deuil d'Hiroshima, John Richard Hersey, se rendra quelques temps plus tard sur place. Alors, il décrit une situation horrible, apocalyptique. Alors, j'ai deux questions. À ce moment-là, quelle est la réaction de la presse occidentale, première chose? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quelle désinformation ou absence d'information a été faite pour que le commun des mortels ne s'intéresse pas à la question de la dissuasion nucléaire, capitale pour l'avenir de l'humanité? Alors, c'est vrai qu'il faut remonter à cette année 1946, et même avant, pour comprendre la complexité de la question de l'arme atomique, enfin des bombes atomiques. Ça commence avant le 6 août 1945, ça commence au moment où les Américains engagent, à la demande d'Einstein d'ailleurs, qui avait été lui-même poussé pour le faire, le projet Manhattan, qui est le projet de développement de la bombe atomique, suite à une possibilité qui avait été découverte chez les Allemands de développer eux-mêmes cette arme. Nous étions en pleine guerre avec l'Allemagne nazie. Et ensuite, ce projet Manhattan est un projet immense, d'une extrême complexité, pour inventer l'arme nucléaire jusqu'à son utilisation en 1945. Et quelque part, son utilisation a été inscrite dans ce projet Manhattan qui rassemblait évidemment tous les alliés, parce que c'était aux États-Unis, on était assez loin pour être protégés de la guerre à ce moment-là, mais tous les alliés étaient impliqués, les Français, avec Joliot-Curie entre autres, que tout le monde connaît, avec Winston Churchill qui soutenait avec ses propres savants le développement de cette bombe. Et jusqu'au moment où Truman a décidé, avec son état-major, mais aussi avec les autres alliés, de faire exploser la bombe, quoi qu'il arrive, sur les Japonais, qui étaient déjà défaits complètement. Cette histoire-là n'est pas racontée.
Aujourd'hui, elle est déformée. Elle a été déformée par Truman, mais ensuite, cette déformation de l'histoire est entretenue encore de nos jours. C'est-à-dire expliquer, c'est-à-dire que ça ne servait à rien de larguer cette bombe, en tout cas ça n'a pas servi à ce que les Japonais capitulent. Absolument pas. Ce qui s'est passé, il y a eu deux conférences, tout le monde le sait, on la pense à l'histoire, la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam. À la conférence de Yalta, les alliés, c'est-à-dire les Américains et les Britanniques, rencontraient Staline pour se partager le monde, sentant que l'Allemagne allait bientôt être défaite. Mais Roosevelt est mort, et la conférence de Potsdam, à laquelle qu'ils avaient organisée ensuite, c'est Truman qui a remplacé Roosevelt. Il faut bien savoir que Staline connaissait le projet Manhattan, parce qu'il y avait des espions à lui aux États-Unis pendant le développement de la bombe, alors que Truman, qui était vice-président, l'ignorait. Et c'est le 16 juillet, donc peu avant les deux explosions du mois d'août sur le Japon, que Truman, alors qu'il était en Europe, déjà préparant la conférence de Potsdam, a appris l'explosion de la bombe dans le désert américain, qui était la première explosion nucléaire au monde. Et tout de suite après, la machine américaine, mais la machine des Alliés, on va dire, et y compris la France, qui était un peu en retrait, mais avec De Gaulle, qui était président de la France libre, et qui agissait en sous-main, on va dire. Cette machine-là s'est mise en route. Les Américains ont commencé à entraîner leurs forces sur les îles du Pacifique pour qu'elles viennent s'entraîner à larguer la bombe. Et après, la machine était en route, quoi qu'il arrive. Les Japonais étaient défaits parce que, tout simplement, les Russes avaient dénoncé leur pacte avec le Japon, puisqu'ils étaient alliés avec eux, ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils avaient dit qu'ils s'engageraient à faire dans les conférences précédentes de Yalta et la conférence de Potsdam. Mais ils l'ont fait au moment où ils se sont aperçus que les Américains largueraient, quoi qu'il arrive, la bombe. Pour garder une certaine prééminence, ils ont engagé leurs forces en Mandchourie, donc au nord de la Chine, contre les troupes japonaises d'élite qui étaient déjà très mal en point, et pour avoir cette victoire sur les Japonais qui a été acquise dans la nuit du 8 au 9 août, c'est-à-dire avant le bombardement d'Hiroshima, de Nagasaki. Donc tout ça a été prémédité en quelque sorte, quoi qu'il arrive. Et les Japonais, quand ils ont reçu l'ultimatum pour se rendre, n'ont pas répondu qu'ils refusaient. Mais ça a été interprété après un simple article de presse, par les Alliés, on va dire, comme un refus, et donc comme un prétexte pour engager la bombe, qui n'était même pas mentionné dans l'ultimatum de Potsdam. Peut-on dire que les Américains l'ont un peu testé sur la population japonaise? C'est aussi un test grandeur nature, ou c'est ce qu'on entend parfois? Oui, mais il ne faut pas le dire comme ça. Il ne faut pas le dire comme ça parce que je pense qu'à posteriori, après ces deux explosions sur Hiroshima et Nagasaki, l'opinion publique américaine et les autorités politiques ont compris qu'ils avaient commis une erreur. Donc, mais il ne fallait pas le dire, parce que vis-à-vis de l'Union soviétique, vis-à-vis des Européens, il fallait garder une certaine prééminence, vis-à-vis du contrôle du Japon par les États-Unis. Donc il fallait politiquement conserver une certaine prééminence au niveau des États-Unis. Les Anglais en étaient parfaitement d'accord, le général de Gaulle aussi, les Japonais aussi, quelque part ça les arrangeait, parce que admettre que la bombe les ait conduits à capituler leur permettait de ne pas montrer que c'était leur armée qui avait été défaite, qu'ils avaient employé une mauvaise stratégie, qu'ils avaient été trop loin, etc. Donc ils retrouvaient leur honneur grâce à la bombe. Les Américains retrouvaient la politique, etc. Donc l'ensemble des puissances impliquées par la tuerie de leur population, quelque part, hein, parce qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup de morts pendant toute la fabrication de la bombe. Des gens qui ont été irradiés, des savants qui sont morts au cours des expérimentations. Marie Curie, elle est morte aussi, il y a de ça. Donc, toutes ces puissances avaient un intérêt à ce que les populations adhèrent à l'invention de la bombe atomique comme outil qui a permis la fin de la guerre. Et
Et on le retrouve aujourd'hui très facilement. Il se trouve que le président Truman écrivait chaque jour une lettre qui décrivait ce qui s'était passé dans la journée. Toutes ces lettres, depuis sa prise de fonction comme président des États-Unis jusqu'à sa mort, parce qu'il a continué à écrire après n'être plus président, sont disponibles, mais vous les trouvez dans la bibliothèque de Truman aux États-Unis. Donc on comprend bien comment il explique comment cette mise en forme de l'histoire s'est répandue, et c'est celle qui est aujourd'hui malheureusement enseignée à nos enfants encore. Alors donc on pourrait dire que c'est un peu le mensonge originel, mais auquel la presse participe unanimement. Presque, vous l'avez dit, puisqu'il y a quand même eu aux États-Unis donc cet article du New Yorker magnifique que vous avez cité. Et puis, il y a eu en France l'Aurore, avec Camus, qui a publié un article aussi remarquable, qui fait suite à cet article du New Yorker, qui le prolonge, et qui, évidemment, s'indigne de ce que la presse, on va dire en général, populaire, on va dire, se faisait dire, en fait, se faisait manipuler, comme nous-mêmes, nous l'avons été, comme nous le sommes encore, hein, comme je l'ai été moi-même, et comme vous l'êtes, je suis désolé de vous le dire, mais nous sommes tous soumis à ce traumatisme et encore manipulés par nos dirigeants, qu'ils soient nucléarisés ou non. Mais cette indignation, quand même très limitée à l'époque, préfigure ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que maintenant, actuellement encore, les médias, par rapport à cette question, sont assez silencieux. Oui, mais en fait, l'indignation, elle date de l'origine, parce que dès janvier 1946, à l'ONU, l'Assemblée générale, qui venait à peine d'être constituée, c'était sa première résolution, puisque l'ONU a été constituée après la Société des Nations, donc en 1945, avec son Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité qui n'était pas constitué de puissances atomiques, comme on le dit souvent, mais des puissances vainqueurs, qui ont été les vainqueurs de la dernière guerre, la guerre mondiale, dont vainqueurs auxquels la France a été associée. À la demande de Churchill, d'ailleurs. Hein, voilà. Parce que les Américains ne voulaient pas que la France fasse partie du Conseil de sécurité. La France a eu sa bombe atomique dans les années 60, donc c'était bien avant 1945. Donc il y a eu la première résolution des Nations Unies, demande à ce que les armes de destruction massive, dont les armes nucléaires, soient éradiquées. C'est la première résolution des Nations Unies. Donc l'indignation, elle était déjà existante au sein des nations, en quelque sorte. Il y avait déjà plus d'une centaine de nations qui étaient enregistrées aux Nations Unies. Aujourd'hui, il y en a 193. Et elle existe toujours, puisqu'il y a 122 pays qui ont rédigé le traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc c'est une longue histoire depuis 1946. C'est pas ce simple traité. Mais évidemment, il y a un déni parmi les puissances nucléaires. Disons que le deuil d'Hiroshima n'a jamais été fait, qu'on l'a refoulé avant d'en prendre conscience. Tout à fait. Il a été refusé. Ce deuil a été refusé. Il l'est toujours. C'est-à-dire que les puissances qui disposent de l'arme nucléaire aujourd'hui, elles font mine, en quelque sorte, de l'utiliser comme instrument de paix pour éviter les conflits. On ne sait pas lesquels d'ailleurs, parce que des conflits perdurent. L'arme nucléaire, on le sait bien, ne dissuade rien, si ce n'est le conflit qui n'existe pas. Et à partir du moment où il n'existe pas, on ne sait pas s'il a été dissuadé ou non. Donc voilà le premier sophisme en quelque sorte. Donc en fait, c'est ça. Cette dénégation perdure au travers d'un mensonge quelque part, inconscient quelque part. En réalité, l'arme nucléaire est utilisée comme instrument de puissance, ou qu'on croit être instrument de puissance. C'est un simulacre en fait, hein, pour garder un certain statut, alors que la puissance, elle peut se marquer par bien d'autres façons. Vous parlez beaucoup dans le livre de cette stratégie de la dissuasion qui sort de la sphère de la rationalité, qui plutôt même, vous parlez du domaine de la métaphysique. Oui. Qui ne se justifie en rien, à part, comme vous dites, peut-être dans cette sphère de surenchère entre les nations. Oui, mais c'est vraiment une question qui interroge le psychanalyste. Il y a un livre récent dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vient d'être publié par une psychanalyste en France, qui s'intitule « L'arme nucléaire interroge le psychanalyste ». Vraiment, ce docteur, avec bien d'autres, se pose la question de savoir quel est l'impact que l'existence de ces bombes, qui n'est justifiée que par une stratégie qui la chapeaute, parce qu'on ne fabrique pas des bombes pour le plaisir, mais simplement parce qu'il y a une stratégie qui, entre guillemets, la justifie.
Une stratégie qui n'en est pas une, qui se dit une stratégie qui n'en est pas une, de dissuasion qui ne dissuade finalement rien, d'autre que ce qu'on a dans l'imaginaire, ce fameux conflit qui n'existe pas et que la dissuasion dit qu'elle dissuade. Voilà, donc un ensemble de dénis qui se construit autour de cette volonté de puissance, simulacre de puissance. C'est Edgar Morin qui a appelé ça simulacre de puissance. Qui génère quand même toute une industrie de l'armement, du perfectionnement technologique. Alors le budget consacré par la France à sa force de frappe nucléaire est de 3,4 milliards d'euros. Il prévoit 6 milliards en 2025. Oui. La plupart des pays qui sont pris dans cette course promettent une modernisation de leurs arsenaux. Et les États-Unis, eux, parlent dans les 30 prochaines années de dépenser 1000 milliards de dollars. Vous évoquez la question de l'aspect financier de la dissuasion nucléaire dans votre livre, mais pas beaucoup. Il y a quand même énormément derrière ça qui est lié à l'argent que ça procure, mais aussi, diront les turiféraires, de l'emploi pour l'emploi, règne de l'emploi roi. Ça crée de l'emploi, c'est des dizaines de milliers de personnes. Alors, ce matin, je prenais un exemple qui concerne Namur. Il fut une époque où les tanneries généraient de l'emploi. Je pourrais citer un nombre incalculable de technologies qui ont disparu, qui généraient de l'emploi et qui ont subi une transition, qui l'ont vécu, ou qui l'ont accompagné, ou qui l'ont subi. Mais qui ont disparu, et il y a toujours de l'emploi, plus ou moins, hein. Mais c'était déjà le cas au Moyen-Âge. Donc, nous sommes dans des technologies qui sont totalement capables d'assurer une transition vers des technologies de demain qui n'ont rien à voir avec la fabrication de bombes atomiques, fabrication qui ne sert strictement à rien, et même qui produit, bien au contraire, un danger majeur pour toute l'espèce humaine, hein, quelque part. Hein. Il suffirait de quelques bombes pour détruire l'humanité, au moins telle que nous la connaissons. Il resterait des humains, mais ce ne seraient plus du tout les mêmes. Hein. Les bombes actuelles sont beaucoup plus puissantes qu'Hiroshima. Mais même, il y en a qui sont beaucoup plus puissantes, mais malheureusement, je dis, il y en a qui le sont moins, parce qu'elles sont déployées, y compris en Belgique, comme armes nucléaires dites tactiques, comme si on pouvait utiliser des armes nucléaires dans une tactique de combat. C'est une aberration, évidemment. Tout le monde le sait. Mais on continue à demander à des stratégistes théoriciens de justifier ça par des discours, le nombre de livres, de publications. Nous, en France, on a la Fondation pour la recherche stratégique qui est quelque part mandatée pour essayer de théoriser et de justifier cette pseudo-dissuasion. Mais il en existe bien d'autres ailleurs, si vous voulez, aux États-Unis aussi. Bien sûr, il y a des gens qui contrecarrent et qui démontrent qu'il s'agit d'une simple psychose et qu'on est dans le sophisme permanent. Mais comme ces institutions sont quelque part financées par l'État, elles perdurent dans leur... Et après, derrière, il y a effectivement les industriels. Je citais une anecdote que m'avait racontée M. Paul Quiles dans mon livre à ce sujet. Donc, en 85, c'est ça, hein? Oui. Revenant des États-Unis où il avait rencontré son homologue. Oui. Pendant le développement de l'initiative des défense stratégique, qu'on appelait communément la guerre des étoiles. Il a le courage de dire devant un parterre de journalistes que c'était un peu ridicule et que... Oui, que ça ne servait à rien et que c'était beaucoup d'argent dépensé pour rien. Et donc quand il est rentré... Quand il est rentré, M. Lagardère, qui était alors président de Matra, est venu le voir dans son bureau de ministre et lui a dit mais vous vous rendez compte, monsieur le ministre, du nombre de contrats que vous allez nous faire perdre? Bon, il se trouve que l'initiative défense stratégique, la guerre des étoiles, s'est arrêtée comme elle avait commencé. Ça a été un flop. Enfin, ils ont dépensé des milliards. Bon, la France n'y a pas contribué pour cette raison, mais les industriels le regrettaient. C'est-à-dire que les industriels ne réfléchissent pas à... sauf pour faire parler les députés ou les parlementaires, ils ne réfléchissent pas à ce qui va se passer dans 20 ans. Hein. Ils regardent leur stratégie des 5 prochaines années, ils sont déjà heureux de le faire et de maintenir leur contrat. Peu d'entre eux réfléchissent aux transitions s'ils n'y sont pas poussés. S'ils n'y sont pas poussés, et les seuls qui puissent les y pousser, ce sont les populations, ce sont les gens comme vous et moi, c'est l'opinion publique. Hein.
Alors, dans le nucléaire civil, étant donné qu'il y a déjà eu des catastrophes, on ne peut pas tout à fait nous les cacher, on le sait, bien qu'on essaie de les occulter. Par contre, dans le nucléaire militaire, il y a failli y avoir des catastrophes. Ah non, il n'y a pas failli y avoir, il y a eu. Il y en a eu. Donc aujourd'hui, on fête. Le 26 septembre, on peut demander un éclairage de Paul Lannoy. Donc de ce commandant Stanislav Petrov. Peut-être que on peut nous expliquer ce qui s'était passé. Le 26 septembre 83, ce commandant russe, donc soviétique à l'époque, était en charge d'observer la situation de menaces éventuelles venant de l'extérieur et en charge de déclencher une riposte. Et il a constaté, donc la nuit du 25 au 26 septembre, que des ogives américaines menaçaient clairement la Russie. Donc, selon la procédure qui était prévue, il devait déclencher une riposte nucléaire. Et il a refusé. Donc, il a dit non, moi je ne fais pas ça. Donc, il a désobéi. C'était un acte de désobéissance manifeste qui a été sanctionné d'ailleurs parce qu'il a été mis de côté après dans la hiérarchie militaire. Mais il a évité une guerre nucléaire. C'était la guerre nucléaire. S'il avait obéi aux ordres prévus, de part et d'autre, d'ailleurs prévus partout, en toute logique, il devait déclencher la guerre nucléaire. Et il a refusé de le faire. Et ça a permis de maintenir le mythe de la dissuasion nucléaire. Parce que tout ce qu'on entend maintenant, vous voyez que ça a été efficace puisqu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire. C'est comme les gens qui disent que la campagne de vaccination a été efficace puisque la maladie n'existe plus. Peut-être, mais enfin, c'est quand même un argument qui ne tient pas debout. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas lieu que ce qui a été mis en place pour que ça n'ait pas lieu a été efficace. Et ici, en l'occurrence, c'est faux. Si ça avait été efficace, si ça avait fonctionné comme dissuasion nucléaire, il y avait une guerre nucléaire. Donc, après la chute du mur, après la disparition de l'Union soviétique, il y a eu une campagne en Russie pour réhabiliter ce monsieur Petrov, ce Stanislas Petrov, et pour reconnaître la qualité de sa décision. Donc on a commencé, et il y a eu une campagne internationale qui a compté finalement à ce que l'ONU, en 2013, 30 ans après, salue le courage de ce type et décrète que dorénavant, le 26 septembre, puisque c'était passé un 26 septembre, devienne la journée internationale pour l'élimination des armes nucléaires. Voilà l'histoire. Ce qui est délirant dans cette histoire aussi. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire grâce à un type. C'est ça. Et pas grâce à la dissuasion. Ce qui est délirant, c'est que l'avenir un peu de l'humanité repose sur la décision d'une ou quelques personnes. C'est ça, absolument. Ouais. Mais il y a eu d'autres faits aussi dont vous pouvez peut-être parler. Il y a eu des accidents. Des accidents, il y a eu de nombreux qui ont été pratiquement tous cachés quand ils pouvaient l'être. Parce que dès qu'il y avait un journaliste par exemple qui était témoin, il ne pouvait plus l'être. Mais ça a été le cas en Espagne, dans le sud de l'Espagne, au-dessus du village de Palomares. Il y a une manœuvre américaine avec un ravitailleur et un bombardier. Et ce bombardier, au moment de se ravitailler, transportait 4 bombes atomiques. Il s'est approché pour refaire son plein en carburant. Et là, il y a eu une mauvaise manœuvre. Et les 2 avions sont percutés, ont explosé en vol. Et les 4 bombes atomiques sont tombées au sol. L'une de ces bombes est tombée dans la mer. Il a fallu plus de 3 mois pour la récupérer. Les 3 autres sont tombées au sol. Sur les 3 qui sont tombées au sol, une est tombée dans une rivière et est restée pratiquement intacte. Les 2 autres sont tombées au sol, elles se sont disloquées. Il y a une partie donc de la charge chimique qui conduit à l'explosion de la charge nucléaire qui a explosé et qui a dispersé dans la nature, autour du village de Palomares, dans les champs, les produits plutonium et uranium qui étaient à l'intérieur de ces bombes. Grosse contamination au plutonium. Ah oui, et la Terre est toujours polluée, et
Les États-Unis ont mis longtemps à reconnaître leur responsabilité, mais actuellement, aujourd'hui encore, il y a des navettes entre les États-Unis et l'Espagne pour transporter cette terre polluée dans un endroit aux États-Unis pour la faire disparaître et assainir le terrain. Incroyable. Et c'était dans les années 60. Elle aurait pu exploser, en 2017. Elle aurait pu exploser. On va dire difficilement. Mais rien ne l'interdit, quoi. Je veux dire, à la limite, en tout cas, elles ont explosé. Hein, Et si elle avait vraiment explosé, quelle puissance elle aurait eu, je sais pas. C'était des bombes de l'ordre d'une centaine de kilotonnes. C'est-à-dire à peu près 10 fois, 7-8 fois Hiroshima. Ah ouais. Mais bon, l'explosion n'a pas eu lieu, donc ne refaisons pas l'histoire. Mais l'explosion a eu lieu en ce sens que la matière fissile a été dispersée, a pollué le terrain, il est encore pollué aujourd'hui, sans explosion nucléaire. Donc vous imaginez une simple explosion nucléaire, ce que ça peut produire comme effet. Mais il y a eu d'autres accidents, hein, je ne vais pas vous les réciter tous, hein, il y en a des dizaines. Il y en a eu un célèbre au Groenland aussi. Oui, il y en a eu un célèbre au Groenland où la bombe atomique est toujours enterrée. Hein. Oui. Elle n'a pas été récupérée. Il y a eu un incident récent au moment, peu avant le vote du budget de la défense britannique. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Il y avait des manœuvres militaires franco-britanniques. Au même moment, indépendamment de ces manœuvres, les sous-marins nucléaires français et britanniques quittaient leur port d'attache, donc l'île Longue pour la France, pour se replier sur le site dans lequel ils s'installent pendant un certain temps avec leurs bombes atomiques à bord, avec leurs missiles, 16 missiles pour la France, peut-être multiples, peu importe. Lorsque le sous-marin nucléaire britannique est revenu prématurément au port, les journalistes s'en sont aperçus. Ça a été le même cas pour la France. Mais les journalistes français et anglais, ils n'avaient aucune raison de le faire, n'ont pas communiqué sur cette affaire. Et l'amirauté française a dit notre sous-marin a heurté un conteneur et donc a été obligé de revenir pour voir s'il n'y avait pas d'avarie. En réalité, ce qui s'est passé, et on l'a su qu'après le vote du Parlement, parce que c'est le Premier ministre britannique qui l'a avoué, qui a été obligé de l'avouer, en fait, les deux sous-marins se sont rentrés dedans. Avec leur bombe atomique à bord. Voilà. Mais des incidents quelle année, ça? C'était fin 2015, avant le vote du budget au Parlement britannique. Mais il y en a d'autres. Récemment, il y a 2 ans, il y a des tirs de temps en temps de missiles d'essai, de missiles de sous-marins. Un missile britannique a été tiré au large de la Floride. Il est parti dans le mauvais sens vers les États-Unis. Bon, il n'y avait pas de bombe atomique à bord. Mais c'est pour vous dire la fiabilité de c'est très difficile de faire sortir un missile de l'eau, puis ensuite de l'allumer au moment où il sort de l'eau pour le faire partir dans une certaine direction. C'est extrêmement complexe à réaliser. Donc on peut imaginer que la probabilité de panne n'est pas nulle. La preuve, peu de temps après, il s'est produit exactement la même chose avec un tir de missile français, où le missile est parti dans une mauvaise direction, et où on a été obligé de le faire exploser en vol. Donc vous imaginez que si ces missiles partaient, si la dissuasion ne fonctionnait pas, et il y aurait forcément un certain nombre de missiles qui échoueraient. On peut dire que le risque est quotidien, quoi, parce que le risque est tout le temps là. C'est exactement ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on se bat d'ailleurs, parce qu'il faut que la population comprenne qu'ils ont une épée de Damoclès sur la tête en permanence, et que ce risque est forcément accru avec la multiplication des armes. Aujourd'hui, il y a plus de 15 000 bombes atomiques qui sont prêtes à être utilisées. Alors, il y en a que la moitié qui sont sur alerte, mais que la moitié, ça fait quand même 8 000. Ça n'a aucun sens. Ouais, je veux dire, c'est complètement farfelu. Ouais, mais il semble que les stratèges de la dissuasion nucléaire peuvent compter sur la docilité de la presse, puisque même quand il y a accident, personne ne le sait carrément. Les accidents dont vous avez parlé, je pense qu'on arrêterait. On en a parlé. Hein. Oui, on arrêterait quelqu'un dans la rue, mais non. Est-ce qu'ils en parlent peut-être dans les manuels scolaires en France? Ben non, on en a parlé parce que c'était impossible de le cacher. C'était impossible de le cacher. Voilà. Donc ils ont été obligés de dire mais alors ils ont tout de suite minimisé. Mais voilà, il y a pas eu grande campagne pour dire que c'était pas grave, qu'on avait maîtrisé tout. Il y a d'autres choses dont on ne parle pas. Hein. Les essais nucléaires, la première bombe française explose en Algérie en 1960. Il y a quand même pas mal de régions contaminées. Et puis il y a aussi quand même la Polynésie française, où ils ont fait, où 193 bombes ont été testées à Moruroa et Fangatofa. Oui.
dans l'atmosphère et le sous-sol, et ça représente, vous dites dans votre livre, 893 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. C'est ça. Et l'activité totale des déchets accumulés dans les sous-sols des atolls de ces deux régions atteint des valeurs qui sont respectivement au moins 371 fois supérieures, et 94 fois pour Fongatofa, au seuil de classement des installations nucléaires de base, les plus importantes. Tout à fait. Mais ça aussi, c'est dénié. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport parlementaire, il y a eu des parlementaires qui ont fait un rapport là-dessus, qui l'ont reconnu. Mais 2 ans plus tard, les mêmes parlementaires ont dénié le rapport précédent pour minimiser le risque des populations. Mais ça a été la même chose aux États-Unis, hein, et ça a été la même chose en Russie, et je suppose que c'est la même chose en Chine. Hein. Il y a eu des accidents, il y a eu une bombe qui avait fait exploser la colline à Reagan, alors qu'il y avait monsieur Pierre Messmer qui était présent, hein, et qui a été irradié. Qui a été irradié. Bon, il n'est pas mort de ça, mais enfin, il a été irradié. Mais il n'a pas été le seul. Hein. Il y avait de nombreux soldats sur place qui l'ont été, et puis des populations civiles locales. Il n'est pas mort d'un cancer après ? Non, c'est son ministre de la Recherche. C'est son ministre de la Recherche qui est mort d'une leucémie. Oui. Il y a quand même derrière l'utilisation de l'arme nucléaire un fantasme de toute puissance, une forme de domination absolue de l'homme sur la nature. Alors j'ai quand même envie de citer Truman, que vous citez, qui le sait tout après donc le largage sur Hiroshima, dira « La bombe atomique permet d'intensifier d'une manière nouvelle et révolutionnaire la destruction du Japon. Sa force relève de la force élémentaire de l'univers, de celle qui alimente le soleil dans sa puissance. Le fait que nous soyons en mesure de libérer l'énergie atomique inaugure une ère nouvelle dans la compréhension de la nature. » On dirait presque un discours religieux. Mais c'est un discours religieux. Voilà. Religieux. On est dans le sacré, on est dans le mythe, on est dans le mythe, on est dans le mystique, on est dans le... Voilà. Il y a de nombreux philosophes qui ont travaillé là-dessus, hein, mais pour citer français, qui explique comment la violence et le sacré sont quelque chose qui sont... Le sacré fait plus facilement accepter... il explique que... Paul Richard, il s'appelle. Que le sacré contient la violence, mais contient un double sens du terme, c'est-à-dire qu'il la retient et il l'intègre, en quelque sorte. Et là, on est arrivé à un stade, si vous voulez, au niveau de l'humanité. Hein, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'humanité dont on n'a pas vraiment conscience aujourd'hui, parce qu'on est dedans. Hein, une centaine d'années, c'est rien au niveau de l'histoire. Hein. On est dedans et l'humanité est basculée avec la mise au point de l'énergie nucléaire, avec le contrôle plus ou moins contrôle. Et on n'est pas au bout. Hein. Et on peut aller beaucoup plus loin hein, dans l'exploitation de l'énergie nucléaire. Hein. Si on arrive à faire de l'annihilation de la matière totale, on peut encore multiplier par des milliers de fois les puissances nucléaires dégagées. Hein. Alors parlons un tout petit peu de la Corée du Nord. Alors certains diraient que par exemple les menaces qu'ils profèrent, les tests qu'ils font, c'est aussi une manière de se protéger d'un risque d'invasion comme ça a eu lieu en Libye, en Irak, et que ça pourrait avoir une certaine fonction en créant de la crainte chez les pays chez les voisins. Ouais. Et en termes géopolitiques, par rapport à cette question que je soulève, est-ce que c'est quelque chose qui paraît fondé ou pas du tout? La géopolitique, c'est compliqué. Hein. C'est toujours ancré dans l'histoire. Hein. Les Coréens ont été aussi les victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Il faut savoir qu'au moment où ces deux villes ont été bombardées, la Corée était annexée par le Japon. Elle n'était pas partagée en deux. Hein. Elle a été partagée en deux après avec la guerre de Corée, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était un seul pays, c'est la péninsule de Corée, et les Coréens étaient en quelque sorte les esclaves des Japonais. Ils travaillaient au Japon, dans toutes les villes, y compris Hiroshima et Nagasaki, dans l'industrie, le bâtiment, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Les Japonais les rebaptisaient avec des noms japonais pour les déstabiliser, pour les transformer, psychologiquement les intégrer. Et quand Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés, il y a eu immédiatement 70 000 Coréens, en plus des Japonais, qui ont été tués, plus au moins autant, et on ne reconnaîtra jamais le nombre, qui ont été blessés, brûlés, irradiés, et dont un certain nombre ont tenté de revenir en Corée. Les Coréens qui étaient sur place les ont repoussés, parce qu'ils les considéraient comme des pestiférés, des traîtres à la nation, ils les ont enterrés sans sépulture. Et après qu'ils ont pris conscience de cette horreur qu'eux-mêmes ont commise.
Donc ils sont doublement victimes du traumatisme d'Hiroshima et de Nagasaki, parce qu'ils ont été victimes des bombes, mais parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes de leur propre réaction après avoir été envahis par le Japon. C'est dans la mémoire collective. C'est dans la mémoire collective. Et donc, bon, après, il y a eu cette fameuse guerre de Corée qui a partagé au 38e parallèle la Corée en deux. Nouveau traumatisme. Parce que c'est vraiment un peuple, c'est un seul peuple, le peuple coréen. C'est comme le peuple corse, on pourrait le comparer à ça. Tous les peuples iliens, en quelque sorte. Donc, ils sont déjà traumatisés par cette séparation. Et maintenant, ils sont en plus submergés par la puissance américaine au sud, par la puissance chinoise au nord, sans parler des Russes et des autres puissances nucléaires mondiales. Donc leur réaction à quelque chose de politiquement rationnel ? De politiquement irrationnel, au même titre qu'est irrationnelle la fabrication des bombes atomiques par les autres pays. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même rêverie psychotique par la construction de leur propre bombe. Ils croient qu'elles les protègent, mais ils en sont persuadés dans leur réalité, comme en sont persuadés les Français, en publiant leur livre Urban, qui dit l'arme atomique est la garante de notre souveraineté. C'était une affirmation sans démonstration. Et la situation actuelle en Corée ne fait pas du tout ressurgir, en tout cas j'ai l'impression, la question du débat supérieur de la dissuasion nucléaire, et de sa fonction et de son inutilité. Au contraire, les stratégistes et les gouvernements avec les stratégistes l'utilisent comme ils l'ont utilisé depuis 1945 pour rebondir en disant, vous voyez, il nous faut des bombes atomiques, il nous faut 8000 bombes atomiques prêtes à être tirées pour se protéger des 3 bombes atomiques qui sont même peut-être pas utilisables parce qu'il n'y a pas de vecteur pour les lancer de la Corée du Nord. Donc on est dans la totale déraison, mais dans la totale déraison inconsciente quelque part. Les gens sont dans leur bulle. Les nucléaristes sont dans leur bulle et nous-mêmes nous y sommes plongés parce qu'on est informés de cette façon. Et je pense que les médias n'y échappent pas. Alors maintenant il y a plus de 15 000 bombes atomiques. Oui. De par le monde. Donc, 95. Dans la moitié prête à... Voilà, et vous citez des sont prêtes à être utilisées. En quelques minutes. Vous citez des scientifiques de plus de 150 pays qui ont montré en 2013-2014 qu'une guerre nucléaire engageant moins de 0,05% des arsenaux mondiaux provoquerait une perturbation climatique catastrophique sur toute la planète et une famine qui pourrait affecter jusqu'à 2 milliards de personnes. Alors, je me demande, là en discutant ensemble, je dis qu'une des armes, pour parler d'armes, c'est celle de l'information. Mais est-ce que pour essayer de changer la donne, vous en voyez d'autres ? Pour essayer de... Oui. La première, c'est celle qui était espérée par les Nations Unies, par les pays. Parce que les Nations Unies, c'est pas un organisme indépendant, ce sont vraiment les nations. Espéré par les nations depuis 1946, vient de se concrétiser aujourd'hui avec ce traité. Voilà. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Il y a 122 pays qui ont participé à sa rédaction. Et les autres, et personne ne s'y est opposé quelque part, puisque ceux qui détiennent l'arme nucléaire n'ont pas participé et se sont refusés à participer à sa rédaction. Avec des raisons... Et ceux qui le soutiennent. Voilà. Les pays de l'OTAN, la Russie, la Chine, etc. Et puis tous leurs complices ou tous ceux qui ont été soudoyés par eux. Oui. Donc en particulier les pays africains, parce qu'au moment de la résolution qui prévoyait la rédaction de ce traité, la résolution qui a été votée en 2016, fin 2016, et qui prévoyait que ce traité allait être rédigé, les gouvernements, vous imaginez, des puissances nucléaires ont commencé le lobbying, y compris au Parlement européen. Heureusement, les parlementaires européens, eux, ne se sont pas laissés faire et ont voté une résolution à plus de 400 députés pour que l'Europe soit représentée pendant la rédaction du traité. Donc il y a quand même un espoir, si vous voulez, c'est au niveau des parlementaires. Je pense que et l'opinion publique, les parlementaires, c'est l'opinion publique quelque part. Nous sommes dans des pays à peu près démocratiques, on va dire. Donc on peut espérer que l'opinion publique, au travers des parlementaires, si on continue à agir envers eux, avec des associations, etc. Et toutes les associations maintenant travaillent ensemble. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Il y a un outil pour faire changer les mentalités. Et si les parlements changent de mentalité, ce qui est proche d'être fait, ce qui a été fait en Autriche, ce qui a été fait en Irlande, puisque l'Autriche et l'Irlande ont maintenant signé le traité. Ils sont pas membres. Voilà.
c'est des pays neutres, hein. Ils ne sont pas membres de l'OTAN, mais en fait, c'est des pays européens. Voilà. Ils ont déjà signé. Ils sont dans l'Union européenne. Voilà, c'est des pays de l'Union européenne. Donc, je pense que le mouvement est amorcé. Maintenant, il faut mettre l'opinion publique en branle. Et ça, c'est difficile aujourd'hui parce qu'elle est... le cerveau est lavé, quoi. Le cerveau des gens est lavé sur cette affaire de dissuasion nucléaire. Donc, oui, mais voilà. Il suffit de voir l'article. Voilà. Oui. Enfin, quand il y a encore un autre journaliste qui a le courage de porter ça dans les médias classiques, c'est bien aussi, quoi. Donc, je suis très déçu de ne pas l'avoir vu, même Canal C qui m'avait dit qu'il venait, il ne vient pas aujourd'hui. Voilà, alors qu'ils disent qu'ils venaient. Oui. Ils ont peut-être été démotivés. Vers l'avenir. J'avais invité vers l'avenir. Pas de réponse. Qui d'autres encore? Non, j'avais invité un presse écrite quotidienne. Le Vif, ils ont répondu qu'il n'était pas libre. Voilà, il n'était pas libre. Mais il devait venir. Et alors la RTB qui, elle, a réagi positivement. Voilà. Avec l'interview de tout à l'heure. Oui. C'est important de dire aussi depuis... Donc rien n'est perdu. Depuis que tout ça est en train de bouger, depuis la résolution de l'ONU, il y a les articles qui sont sortis dans la presse ont été assez, peut-on dire, scandaleux. Les pour certains. Moi, pour certains, mais il y en a eu peu, disons. Je trouve ça scandaleux. Soit il n'y a rien. Hein, il y a eu, au moment où ça a été signé, le 7 juillet, un entrefilet. Il y a eu un entrefilet de 4 lignes pour dire qu'effectivement, il y avait un petit truc qui était en train de se signer à l'ONU, mais c'était pas... Et dans tous les pays d'OTAN, hein, c'est pareil. Partout, hein. Donc l'agence France Presse, les grandes agences, c'est ça qui a été repris servilement par toute la presse, hein. 5 lignes dans le soir, 5 lignes dans la Libre Belgique. Et alors maintenant, quand même, je vois, dans la Libre Belgique du 21, donc c'est le lendemain du jour où ça a été ouvert à signature, quand même un assez grand 21 septembre. Les Nations Unies rêvent d'un monde sans armes nucléaires. Alors, rien que ça, c'est pour dénigrer l'initiative. Mais inconsciemment, quelque part. Non. Je vous trouve trop gentil. Moi, je ne suis pas gentil. Je ne suis pas gentil. Je trouve que ce n'est pas inconscient. Ce n'est pas inconscient. Soit c'est de la bêtise, soit c'est de la psychose. Soit c'est de la mauvaise foi. Non, ici, c'est de la mauvaise foi. Parce que 122 pays se mettent d'accord sur un texte d'interdiction, c'est quand même un événement. Il me semble, enfin. Ou alors, si ce n'est pas un événement, qu'est-ce que c'est un événement? C'est un événement international important. Et alors, considérer que ce n'est pas très important parce que les pays qui détiennent l'arme nucléaire ne sont pas d'accord, n'ont pas participé. C'est gravissime. Ils ont un logiciel bien intégré. Oui, le logiciel bien intégré, c'est que la Belgique est un pays qui doit suivre les grands, doit suivre les puissants. Oui, mais... Et les puissants, eux, ils sont puissants. Donc, oui, mais des articles de même nature paraissent, des livres paraissent. Au moment de la révolution, au moment de la résolution L41, la Fondation pour la recherche stratégique en France a été mandatée pour écrire un livre sur la dissuasion. Ce qui veut dire qu'ils sont quand même mal dans leur peau. Hein. Mais je comprends mieux, même si je ne l'approuve pas du tout et que je m'en indigne, l'attitude française qui a la bombe, qui ils se prennent pour puissants parce qu'ils ont la bombe, qui est ridicule. Enfin. Oui. Mais les petits qui sont autour et qui disent oui, suivons les grands, comme disait je ne sais plus qui, ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Je ne sais plus qui avait sorti la Boétie. La Boétie. Et je trouve ça une phrase magnifique. Et la Belgique est à genoux. Donc ce soir, moi je vais proposer, j'ai écrit une lettre avec Luc Mampey du GRIP, une lettre ouverte qu'on va envoyer au ministre Renders, le ministre des Affaires étrangères, pour lui demander de soutenir le traité, de signer. On pourra la relayer dans le journal. Terminons peut-être sur la question de ce qu'on appelle l'arme nucléaire, qui, au fait, c'est pas une arme, c'est déjà un des premiers mensonges. Tout à fait, mais le premier mensonge, c'est de dire stratégie de dissuasion. Oui, ça c'est le gros mensonge. Donc, c'est-à-dire qu'on affiche stratégie de dissuasion pour faire croire que la stratégie de dissuasion existe. C'est-à-dire qu'on lui donne un nom,
et qui lui donne son existence en quelque sorte. C'est comme dire, c'est comme l'existence de Dieu. Bon, ça ne se discute pas, si vous voulez. Donc là, on pose la dissuasion comme un mythe en quelque sorte, en disant c'était la stratégie de dissuasion. Mais en fait, elle n'existe pas et on peut le démontrer très simplement, hein, à moins de rester enfermé dans cette pseudo-logique qui est l'enfermement dans l'enquistement de cette stratégie à l'intérieur d'elle-même, où elle trouve sa propre logique qui en fait... Elle existe quand on l'utilise, mais en même temps elle se détruit, alors donc on est vraiment dans un... Elle s'auto-justifie, c'est-à-dire qu'elle c'est un sophisme, c'est le sophisme le plus évident, quoi. La pétition de principe en quelque sorte. J'affirme que c'est vrai parce que ce que je viens de dire est vrai. Voilà. Mais après... quand vous discutez, il n'y a pas d'argument, on ne peut pas argumenter contre la dissuasion. Et d'ailleurs, il ne faut pas argumenter contre la dissuasion. On n'argumente pas contre une maladie. On essaie de la traiter, de la soigner, en faisant prendre conscience au malade qu'il est légèrement atteint et qu'il doit se soigner. Et c'est cette démarche-là qu'il faut entreprendre. Il ne faut pas dire argumenter, c'est argumenter avec un fou. Du moment qu'il est dans sa réalité, il va considérer que sa réalité, c'est la réalité, et il va continuer à argumenter avec elle. Il trouvera toujours un argument contraire à l'autre. Donc il faut engager, nous devons engager des psychanalystes. Tout à fait. Mais il y en a déjà certains qui se sont engagés là-dedans. Il y a des associations, il y a une association mondiale des médecins qui comprend beaucoup de psychanalystes qui comptent lutter contre l'arme nucléaire. De cette façon, mais c'est la bonne façon. Mais il faut ce genre d'atelier populaire à la fois et multidisciplinaire avec des scientifiques, des philosophes, des stratégistes, des médecins qui réfléchissent à ça. Ça commence à se constituer. Hein, mais aussi une opinion publique qui se mobilise dans un discours qui ne soit pas spécialiste, mais simplement un discours rationnel, hein, pour réussir à faire comprendre aux élus qu'ils sont dans l'erreur et que petit à petit, il va falloir engager, ça sera difficile, ça sera long, un projet de transition vers un monde sans armes nucléaires. Et tout ça est possible. Stéphane Hessel et Albert Jacquard avaient commencé à en esquisser les traits. J'ai travaillé là-dessus avec des gens qui réfléchissent à la stratégie. Un des arguments essentiels des nucléaristes, on va dire, je cite Jean Klein, par exemple, c'est un de nos professeurs de stratégie qui est mandaté pour défendre la dissuasion. C'est de ridiculiser les autres. Voilà, c'est-à-dire ça encore, c'est un sophisme, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le sophisme ad hominem. Quand on n'a plus d'arguments, si vous voulez, on dit que les autres sont ridicules d'avoir les leurs. Mais c'est vrai pour les hommes politiques. Nous, Hubert Védrine, qui a été un de nos ministres des Affaires étrangères, quand on parle avec lui de dissuasion, qu'on essaye d'engager le débat, comme on le fait aujourd'hui, il traite les personnes qui tiennent notre discours, qui n'est pas un discours contre ni pour la dissuasion, qui est simplement un discours pour éclairer pourquoi elle est arrivée historiquement et comment elle est encore là aujourd'hui. Il traite ces gens-là de bisounours. Ou alors on parle d'abolitionnistes. C'est ce que disent. Voilà, avec cette connotation péjorative, si vous voulez. Mais jamais, pour l'instant, à part voilà, les naïfs, voilà, le rêve, etc. Regardez Kim machin. Oui, voilà, c'est ça. Et face à ça, vous voulez un traité d'interdiction. Vous êtes des grands. Oui, c'est ça. La naïveté. C'est intelligent donc on est dans le point à dire, on va vous casser la gueule, hein, comme Trump. Ça c'est intelligent. Voilà, donc on est dans l'enfermement psychotique en quelque sorte, hein, dans la tentation psychotique en tout cas, à cause du traumatisme. Hein, il faut quand même, je sais, vous voulez pas les excuser, mais quelque part, il faut comprendre l'origine psychotique qui s'enracine dans l'histoire, hein, qui s'enracine dans l'histoire de l'invention de la bombe. Juste un dernier mot, si vous permettez, Joliot-Curie. C'est lui, avec 2 collègues, qui a déposé le premier brevet de bombe atomique. C'est la France qui peut s'enorgueillir, on va dire, d'avoir inventé la bombe atomique. Le brevet, qui n'a été reconnu à Washington, parce que c'est là qu'on reconnaît les brevets, que bien plus tard, hein, en 68, je crois. En 1932, 33, je n'ai pas la date exacte en tête, Joliot-Curie a déposé le brevet de bombe atomique en proposant, parmi ses utilisations, le terrassement
creuser des canaux, pour construire des fondations dans les bâtiments. C'est-à-dire l'incapacité même de ce savant à imaginer les conséquences que pouvait avoir une explosion atomique en termes de radiation, etc. Donc l'invention... Enfin, à l'époque, là je prends sa défense. Oui, mais il ne savait pas. À l'époque, il ne savait pas. Il ne savait pas. Je peux encore bien l'admettre. Oui, mais Par contre, Teller, un autre scientifique, lui c'est dans les années 60 qu'il a déposé un projet pour modifier la côte pacifique aux États-Unis, pour y implanter toute une série de... avec des bombes atomiques. Il voulait faire exploser une série de bombes. Finalement, ça coûtait tellement cher, on ne l'a pas fait. Oui, c'est pour des raisons de coût. Très sérieusement, c'est pour des raisons de coût. Il voulait faire exploser des bombes pour créer, je ne sais plus quoi. Voilà. Mais les Américains nouveaux ports et tout ça sur la côte pacifique. Mais les Américains ont testé le concept avec une bombe. Ouais. Un des essais américains sur les atolls, sur leurs atolls, au large des Bikini, était une bombe atomique pour le terrassement. Voilà. Pour mettre en application, en quelque sorte, le brevet de... Edward Teller, qui était quand même un physicien reconnu dans le monde entier. Moi, j'ai été l'écouter une fois à la Commission européenne dans les années 70, je me souviens très bien. Je suis sorti horrifié d'avoir entendu ce type-là. Mais c'est un fou. Hein. C'est ça. Il était fou. Et inconscient de l'être, comme le sont tous les psychotiques. Par rapport à Joliot Curie, qui lui a dit ça dans les années 30, lui c'est dans les années 60. Non, mais je ne dis pas que Joliot-Curie a eu tort. Je veux dire simplement, c'est pour vous montrer comment, à l'origine... Il ne se rendait pas compte. Voilà, s'il y a eu l'inconscience, science sans conscience, hein, je dis Rabelais, hein, Curie de l'âme. Là, il était dans l'inconscience totale de ce qu'il était en train de mettre au point. Et petit à petit, on a glissé de l'inconscience à la prise de conscience, refoulé. Et c'est ce refoulement qui est l'origine de la psychose. Ce refoulement du traumatisme, de la prise de conscience des erreurs qui ont été commises, qui maintenant est légalisée, en quelque sorte, par les 5 puissances nucléaires qui se sont auto-déclarées légales, et qui en privent les autres. Légitimé par le traité de non-prolifération de 62. Moi, mais pas les autres. C'est ça. Voilà. Mais moi, mais pas les autres, mais avec un article 6 qui disait « Nous nous engageons dans un délai proche à entamer un processus de dénucléarisation. » Enfin, c'est pas dit comme ça, mais c'est ça. Mais bien sûr, parce qu'il fallait bien un article pour justifier moi, mais pas les autres, qui n'est pas politiquement correct. Ils ne l'ont jamais fait. Voilà. Donc c'était en 68, il fallait qu'ils trouvent une date rapprochée. Mais non précisée, bien sûr. Mais non précisée, et 50 ans plus tard, la date rapprochée n'a toujours pas été fixée. Et alors, on traite de bisounours ceux qui contestent l'intelligence de ce truc. Il y a tout un travail d'information à faire. Oui, voilà, de communication, mais plus que d'information. D'accompagnement maintenant. Je pense qu'il faut que toutes les associations dans le monde qui existent se mettent au travail, construisent... Le problème, c'est que les mouvements associatifs sont très faibles quand même. Oui, mais ils ont participé à la rédaction du traité, ils étaient présents. Oui. Au moment, et il y a quand même la Croix-Rouge. Bon, la Croix-Rouge, c'est pas un mouvement associatif qui est très faible. Non, c'est vrai. Donc la Croix-Rouge a participé à la rédaction de ce traité. Oui, donc il y a quand même un corpus solide. Oui, donc quand on essaie de dénigrer l'importance de ce traité... C'est comme si on dénigrait la Croix-Rouge et d'autres associations de même nature. Non, c'est tous les 122 pays qui ont, ou les 132, je ne sais plus. 132, oui, ils sont des imbéciles. Sont surtout des imbéciles. Sont des imbéciles. Toutes les associations, dont la Croix-Rouge qui était là, sont des imbéciles. Oui, c'est toujours la et tous des bandes de bisounours. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Parce que M. Védrine lui a compris. Voilà, donc on est vraiment dans la psychose. On espère que Kéros va apporter sa goutte d'eau pour propager à sa manière cette information. Merci Paul Lannoy, merci Général Laine. Oui, mais c'est nous qui vous remercions de porter le message.